À l'extrémité de Marseille, frontalier avec la commune d'Aubagne, Samenet est un quartier du 11e arrondissement. Ce quartier ne date pas d'hier. Dès le XIe siècle, il apparaît dans le cartulaire de l'abbaye de Saint-Victor sous le nom de Saint-Malm jusqu'au XVe siècle. Bien plus tard, dans cette campagne, vient se retirer le marquis de Montgrand, maire de Marseille de 1813 à 1830 et alors propriétaire du domaine de Samenet. Réputée pour sa fraîcheur en été grâce à ses forêts et ses ruisseaux, cette partie du terroir marseillais, surnommée la Suisse provençale, devient un lieu de villégiature privilégié pour de riches armateurs, poussent alors de grandes bastides à l'image des 3 châteaux, la Reynarde, la Busine et le château Régis. Petit à petit, profitant des cours d'eau, l'industrie, signe de richesse et de progrès, s'installe dans le quartier. Dans les années 50, les habitants voient la construction de l'autoroute Est. Les terres agricoles disparaissent au profit de zones commerciales. Et même si le village d'antan, avec son ancienne gare et ses petits commerces, se désertifie et devient aujourd'hui un quartier dortoir, il reste tout de même un petit noyau villageois. Il y a peu de gens, mais ça reste un point de rendez-vous pour les amis qui ont grandi un peu autour et tout le monde se retrouve. Quelque part, c'est un peu caché et c'est pas trop mal, quoi, parce que justement c'est caché. C'est très bruyant à cause de la route. Sinon ça va, c'est un petit quartier tranquille avec des gens super sympas. Depuis que j'y suis, depuis que je le connais depuis 82, bon, il y a eu guerre d'évolution. Voilà. J'ai connu le quartier au début, il y avait une boulangerie, bon, qui n'est plus, il y avait une boucherie aussi au début. Bon, ça c'est un peu, les commerces sont un peu ternis parce qu'il n'y avait pas assez de rentabilité, forcément. Voilà. Tout est très éloigné. Il y a très peu de magasins de proximité. Il y a la route, l'autoroute qui passe. C'est pas très bien achalandé. Parce que moi, quand j'étais gamine, je sais que je venais à Saint-Menet, il y avait le boucher, il y avait une mercerie, il y avait un tabac, voilà. Et au fur et à mesure, ça a fermé. Et maintenant, c'est plus qu'une rue passante, mais avec un bar ou deux, mais c'est tout, quoi. Samenet, un quartier où les petits commerces de proximité ont doucement déserté. Pourtant, ses habitants y sont de plus en plus nombreux. Parmi eux, on retrouve Yves, installé dans le village depuis 60 ans et qui se rappelle encore son arrivée. En 52, alors que je venais d'un village où il y avait le tout à l'égout, ici il n'y avait pas le tout à l'égout et l'eau à pression. Marié, je trouvais l'hiver 56 rude, ça gelait. Il fallait dégeler les combles, dans les combles, les récipients d'eau gelée qu'il fallait casser pour que ma femme puisse avoir l'eau à sa maison. C'était terrible. Originaire de Mérarques dans les Bouches-du-Rhône, Yves est venu à Samenet pour travailler. Ici, dans les années 50, le quartier était fortement industrialisé et à 26 ans, alors qu'il œuvrait dans une fonderie du côté d'Aix-en-Provence, il eut un petit geste simple. C'est en lisant sur le journal que j'ai trouvé une offre d'emploi dans mon travail, c'est-à-dire chauffeur de chaudière ou conducteur de turbine à vapeur, que je suis venu m'embaucher ici. Et j'ai été pris, je suis venu au mois d'août et au mois de septembre, je commençais en 52 le travail, quoi. Il fallait du monde et de suite on nous a embauchés. Commence alors sa grande aventure professionnelle qui durera pendant près de 30 ans chez le célèbre fabricant de chocolat du quartier. Et contrairement aux idées reçues, beaucoup de gens là sont par ici me disent « Ah, Nestlé, oui, le chocolat, vous devez vous régaler. » On ne mangeait pas plus de chocolat que beaucoup d'autres. Faut pas croire. À sa création en 1952 sur les plans de Ferdinand Pouillon, cette usine de 27 hectares avait 3 activités bien propres, la fabrication de café, de décaféiné et de chocolat. C'était la plus grande usine Nestlé du monde. Ces locaux, ces vestiaires à l'époque, c'était les vestiaires de l'ensemble de l'usine. Il y a eu presque 1700 personnes dans cette usine qui ont travaillé dans les années 70. Et donc c'est pour ça que c'est si grand, qu'il y a tant de vestiaires. Et ce que vous voyez au-dessus, c'était la salle de restaurant.
De nombreux produits phares sont sortis d'ici, comme le Galac, le Crunch ou encore les merveilles du monde. Mais comme toutes les belles histoires sont pleines de rebondissements, en 2006, l'usine Nestlé est contrainte de fermer ses portes. Elle devient Net Cacao, qui elle-même subit le même sort. Et depuis quelques semaines a repris son activité sous le nom de Chocolaterie de Provence. Nous sommes une usine qui partonne de la fève à la tablette. Bientôt, avec nos investisseurs, on ira plus loin, puisqu'on aura directement le produit appartenant au groupe ICC, qui viendra de Côte d'Ivoire. Donc à ce moment-là, on pourra dire qu'on sera de l'arbre du cacaotier à la tablette de chocolat. On va pousser un petit peu la fabrication jusqu'à sa création. Une évolution que les gens de Samenet ne perçoivent pas encore pleinement, mais le parfum des fèves torréfiées commence à revenir dans le quartier. Sur le boulevard Jules Grévy, au cœur du village, on retrouve un artisan pas comme les autres. Jacques Joudrin, il est repousseur de métaux et il lui faudra une quarantaine de minutes pour donner une forme à cette pièce. Au départ, on a un disque de surface plane. Ensuite, par ces diverses opérations de repoussage, on obtient le corps du broc. Et ensuite, les accessoires comme le bec, les anses sont rapportés par soudure. C'est une pièce qui sort à 55 €, finie. Ça implique donc la matière première, le cuivre, le traitement de surface, et puis ce gros travail de main-d'œuvre, de polissage, de montage, de soudure. Aujourd'hui, ce spécialiste du travail des métaux en feuille est le dernier de la région. Formé à l'âge de 16 ans par son père en 1976, il applique toujours les mêmes techniques, façonnées manuellement ou à l'aide de machines hydrauliques. Alors à la base, il y a un mandrin, ce qu'on appelle un mandrin de forme, pour pouvoir travailler la matière et réaliser la pièce à la côte, qui est pris entre pointes avec une poupée mobile par pression. Et c'est une molette qui vient déformer la matière par vagues successives. Il ne fabrique pas d'objets au détail pour des raisons de coûts de production et d'outillage très spécifiques. Il réalise des séries, des brocs de comptoir, sucriers, soit à glaçons ou encore soit à champagne. Ça, ce sont des pièces que je réalise entièrement, que je finis et que je vends dans les magasins spécialisés. Autrefois, beaucoup d'entreprises de repoussage réalisaient des articles de ménage, mais l'arrivée il y a une trentaine d'années des matières plastiques font peu à peu disparaître cet art. Un autre artisan tout aussi original perpétue une tradition provençale chère au cœur des Marseillais. Ici, depuis 108 ans, on fabrique des boules de pétanque. La boule bleue ou la boule Rofritsch, en fait, de notre nom de famille, ça existe depuis 1904, depuis mon arrière-grand-père, Félix Rofritsch, qui avait lancé ses premières boules en bois clouté. Après, on est passé par des boules en bronze, en laiton, jusqu'à arriver dans les années 50, exactement en 1947, aux boules en acier qu'ont lancé mon grand-père et mon grand-oncle. Marcel Rofritsch et Fortuné Rofritsch, et lorsqu'ils ont lancé leur première boule en acier, ils les vendaient brutes d'usinage avec ces reflets bleutés. Les gens les ont baptisés des boules bleues. Mais pour en arriver au résultat final, la petite sphère subit de nombreux traitements. D'abord, il faut la graver au nom de son futur propriétaire, puis procéder au rainurage, une phase qui a son importance et pas seulement esthétique. Ah, c'est très important, oui. Il faut savoir que les boules lisses, c'est plutôt pour des tireurs, pour que la boule s'échappe facilement de la main pour le tir. Et un pointeur prendra plutôt des boules striées, qui accrochent bien à la main et bien au sol. Quand on sait donner des effets à la boule, plus elle a de stries, plus la boule prend la rotation qu'on peut lui donner, et donc l'effet désiré. Chaque boule est ensuite marquée, poinçon du fabricant, poids et numéro d'identification. Enfin, les passer au four à très haute température. Au bout de 3/4 d'heure à peu près, on va les sortir une à une du four pour les plonger dans un bac de trempe. C'est la trempe qui durcit le métal. Les molécules sont saisies par le choc thermique et c'est ce qui confère la dureté aux boules.
Enfin, vous l'aurez compris, au pays de la pétanque, les boules c'est une affaire sérieuse. Ici, la spécialité c'est les boules de compétition. Et à la veille du championnat du monde, cette petite entreprise ne connaît pas la crise, elle exporte partout en Europe et dans le monde. Un peu plus dans les hauteurs, le quartier a vu renaître un monument de l'histoire de Marseille, le château de la Busine. Cet ancien domaine d'un laboureur du XVe siècle prend le nom au XVIIe siècle de son propriétaire, Henri de Buzens. Au XIXe, alors que Marseille subit les grands travaux, le domaine perd sa vocation agricole et l'architecte Courtil construit alors le château en 1867. Symbole d'une époque faste, c'est l'un des exemples de ce qui pouvait se construire sur le terroir marseillais par de riches négociants et armateurs. En 1941, Marcel Pagnol rachète ce souvenir d'enfance, le château de ma mère. Il veut en faire une cité du cinéma, mais réquisitionné pendant la guerre, le château se retrouve abandonné. En 1973, peu de temps après la mort de Pagnol, le domaine est vendu à un promoteur. Des villas prennent alors place aux alentours. Le château est menacé de démolition, mais en 1995, la ville le rachète et réalise le rêve du réalisateur marseillais. L'ancien lieu de villégiature se partage désormais entre salles de projection, musée de cinéma de la Méditerranée et cinémathèque. Autrefois immense domaine agricole où se sont implantées de grandes bastides, Samenet fait partie de ces endroits qui ont subi de grandes mutations. L'urbanisation, puis l'industrialisation et enfin l'implantation de zones commerciales ont changé l'image et la vie du village. Avec pas moins de 2500 habitants, Samenet reste tout de même un quartier à la population jeune, seulement 10% à plus de 60 ans et le quartier n'a pas encore connu de construction à forte densité. En effet, 3/4 de ses logements sont des villas de 4 pièces ou plus. Et même si Samenet est aujourd'hui un quartier dortoir, il n'en reste pas moins le quartier des Trois Châteaux.